Bonsoir, mesdames, messieurs. Vous faites bien de nous rejoindre. C'est avec le sourire que je vous accueille. Je suis bien heureux de savoir que vous êtes toujours nombreux à nous écouter. Ce soir, nous ne recevrons pas Giorgia Meloni. Qui est Giorgia Meloni? C'est la présidente du Conseil italien, un peu la première ministre, si vous voulez, italienne. Vous savez ce qu'elle a déclaré? Elle a dit « Ce qu'il faut faire en Afrique, ce n'est pas la charité. Ce qu'il faut faire en Afrique, c'est construire une coopération et des relations stratégiques sérieuses en tant qu'égaux et non en tant que prédateurs. » Giorgia Meloni, je vous tire mon chapeau. J'aurais voulu en réalité vous recevoir, même si je sais que vous ne serez pas sur le grand plateau. C'est une phrase extrêmement puissante qui va permettre de réécrire les relations entre l'Italie et l'Afrique et de regarder autrement cette affaire d'immigration, etc. Donc c'était bon que nous parlions de cette Giorgia Meloni qui est vraiment en train d'impulser quelque chose de différent à la tête justement de l'Italie. Exactement. Bonsoir, Christelle. André, j'espère que vous allez bien. Et nous savons que de nombreux pays, à la suite de Giorgia Meloni, votre très chère, vont impulser un autre regard sur le continent. Voilà. On espère. Bonsoir, cher plateau, Herman, Élisée, Sarah, très chère. Bonsoir. Daouda, bonsoir. Ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. On parlera essentiellement de ce qui s'est passé aujourd'hui du côté du plateau, ce déguerpissement qui fait grand bruit. Et également, on va revisiter le point de la Cour des comptes. En deuxième partie, on aura le plaisir et le privilège de recevoir Aruna Koné pour parler de la CAN et de son soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. André Bois, notre set est prêt, on y va maintenant. C'est parti. Ce matin, de nombreux Abidjanais se sont réveillés avec une nouvelle, ou en tout cas des images qui étaient sur les réseaux sociaux. C'est bien sûr ce jardin public en plein cœur de la cité abidjanaise, notamment donc dans la ville ou dans la commune administrative d'Abidjan, qui a été donc déguerpi. Des commerçants ont été sommés de partir, et bien tout cela avec un passage à l'acte. Comment on apprécie cette situation? Dans quelles conditions tout cela s'est mis en place? Est-ce un effet Bakongo qui arrive donc à la tête du district autonome d'Abidjan? Est-ce vraiment le coût normal des choses liées notamment à la CAN? On a envie de comprendre tout ça. Et Christelle, le sujet peut être assez houleux. Exactement, et on en parle, les raisons de ce déguerpissement. Les riverains ou occupants de ce terrain-là étaient-ils informés qu'il y aurait donc aujourd'hui des déguerpissements? L'accompagnement pour ces personnes-là a-t-il été fait? Est-ce qu'il y a un probable site de recasement? Voilà toutes les questions qui seront donc débattues par nos chers amis. On commencera par vous, Herman. Bonsoir. Rebonsoir, très cher. Ben, moi, je pense que, au-delà de l'émotion des populations qui sont déguerpies, je pense que c'est une bonne action. C'est une bonne action. Une bonne action. Et je m'explique. C'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que le gouverneur du district a respecté toute la procédure pour pouvoir déguerpir? Est-ce qu'il y a eu on les informés et tout cela? Mais je veux dire que si on veut regarder les pleurs des personnes qui viennent généralement de façon illégale venir s'installer sur des espaces dont elles savent même qu'elles ne doivent, où elles ne doivent pas être, si le gouverneur voulait, si c'est Bakongo voulait regarder tout cela, à Koumassi, il n'aurait pas pu transformer Koumassi comme on le voit. Et Koumassi est un bel exemple. Mais au-delà de ça, il y a quand même ma seule inquiétude, est-ce que ça a fait partie de son périmètre d'action en tant que gouverneur de district? Parce que quand même, je réponds à votre question très rapidement. Le jardin public est une possession, est attribué au gouverneur, enfin au gouvernorat du district d'Abidjan. La même chose, hein, j'allais répondre, puisqu'on dit la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la protection de l'environnement, c'est du ressort du gouvernement, il a le droit de le faire. Maintenant, à côté de ça, est-ce que on peut se poser aussi la question, est-ce que c'est vraiment l'urgence signalée, la première urgence signalée? Je pense que le marché de rôti, par exemple, le marché de rôti, qui est un problème qui crée un problème d'insécurité. Mais si ça ne relève pas de sa compétence. Oui, mais quand on parle des questions de sécurité dans le district d'Abidjan,
on peut toujours trouver de quoi faire. Donc, Très bien. et dans une synergie d'action avec des maires, c'est-à-dire que des maires, des communes, ouais. il peut quand même actionner, le faire en sorte que cela, mais ce n'est pas fait ainsi. Bon, dans tous les cas, moi je pense que à l'image de ce que nous a montré Anne Loto lorsqu'elle gérait l'environnement, si et puis pour lequel on l'appelait Maman Bulldozer, si elle n'avait pas fait cela, aujourd'hui, on allait encore continuer d'être surmonté des ordures ménagères qu'on voyait. Donc en même temps, vous saluez l'action, mais vous posez des questions. De poser des questions, puisqu'il s'agit des populations, et comme toujours, les populations, elles pleurent. Mais en même temps, vous dites que ce n'était pas l'urgence. Ce que vous nous dites, c'est qu'on aurait pu agir ailleurs. Voilà, par exemple. Alors, Très bien. non, juste sur ce point, si je peux rebondir par rapport à l'urgence, je pense que l'un des arguments avancés, c'est le plan sécuritaire. Pourquoi? Parce que dans moins de 10 jours, il y a la CAN qui se prépare. Donc je pense que voilà, les arguments sont surtout autour de ça. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous interpellent en même temps? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, on parle de personnes pour qui ces activités généraient des revenus, et des revenus, une seule source de revenus d'ailleurs. Mais ce que je retiens en tout cas du discours du gouverneur, donc M. Cissé Bakongo, suite notamment à la réunion avec tout son personnel aujourd'hui, c'était de dire, voilà, on a un objectif qui est celui de rendre la ville plus belle à l'image de ce que Abidjan doit renvoyer, mais surtout qu'il y aura, qui procédera en tout cas, et on l'espère, à la construction de complexes commerciaux plus beaux et à l'image du plateau. Bon, je me pose naturellement la question, ce genre de projet nécessite un budget quand même, des budgets quand même assez importants. Donc c'est des objectifs qui pour moi relèvent du long terme. Là, on est dans de l'action court terme. Et l'objectif long terme, c'est la construction éventuellement de ces complexes commerciaux. Mais on aimerait du coup en entendre un peu plus, parce que le problème, j'ai envie de dire, entre guillemets, à Abidjan, ce n'est pas que la sécurité pour la CAN et les infrastructures, c'est aussi le capital humain. On sait que, bon, ça ne va peut-être pas plaire que je le dise, mais on voit quand même beaucoup, des fois, des enfants dans la rue, mendier, etc. Leur place n'est pas dans la rue. Il y a plusieurs chantiers comme ça. Il y a plusieurs chantiers sur le plan social, mais sur aussi le plan économique, infrastructure, mais aussi social. On veut aussi entendre des solutions sur ces sujets-là. Oui, mais permettez-moi de te couper. Sur le long ouvrez, terme. Sarah, c'est vrai, je vois que vous ouvrez d'autres chantiers, mais vraiment, on aimerait quand même comprendre toute votre analyse, votre point de vue sur ce qui s'est passé sur le sujet qui nous occupe. Est-ce que, c'est vrai, le temps d'ouvrir les chantiers, est-ce que sur l'ensemble de l'opération telle que vous l'avez vu ce matin, vous pensez que les choses ont été faites conformément soit à la loi, soit à la morale, enfin, soit à ce que vous voulez. Mais en tout cas, comment vous appréhendez, vous, cette question? Bon, à partir du moment où on nous dit que ces actions-là se font sur l'objectif, c'est la sécurité, la circulation, le transport des personnes, etc. On ne peut plus trop en discuter maintenant. Sur le plan moral, effectivement, ça peut quand même interpeller. On parle de personnes qui vivent de ces petits commerces. Donc, évidemment, on se demande ce qu'elles vont devenir. Et c'est pour ça que je me lance un peu plus en avant sur quel serait le plan social pour ces personnes-là. Comment on les réintègre dans l'économie, comment est-ce qu'on construit des structures qui pourraient les accueillir. Mais en fait, si on parle de structures, c'est bien beau, il faut quand même un budget pour ces choses-là. Et de toute façon, le gouverneur, c'est un homme qui a la confiance de beaucoup. Il n'est pas juste un homme des paroles, il est aussi dans l'action, donc on n'est pas trop inquiet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a très vite réuni tout son personnel aujourd'hui pour en discuter. Mais on sait que l'urgence aussi aujourd'hui, c'est la CAN et le plan sécuritaire. C'est ça. Alors Daouda, je vous vois sourire. Dans sa prise de parole, en justement recevant ses collaborateurs, il disait on va courir. On ira au pas de course et ça a démarré. Sarah a parlé de plusieurs chantiers, mais il fallait peut-être démarrer quelque part. Et Plateau, la vitrine, voilà, développement en Côte d'Ivoire, a été la première. Donc, pour moi, il est important de situer les choses dans leur contexte parce qu'aujourd'hui, rien ne prouve que c'est M. Cissé Bakongo qui lance cette vaste campagne, même si on sait que sa réputation le précède. On sait qu'on a eu Maman Bulldozer. Peut-être que maintenant, on a Papa Bulldozer. Peut-être, je le dis. Mais rien ne dit que M. Bakongo qui vient de prendre le district en moins de 10 jours, un projet
pour ce jardin mais en public. même temps, et justement, l'urgence de la canne qui a quelque chose... Justement, c'est à ça que j'en viens. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, rien ne prouve que c'est M. Cissé Bakongo qui est à la base de cela. Parce que ce qui est important de signifier, même lors du conseil de gouvernement, le porte-parole du gouvernement lui-même n'arrive même pas à dire que c'est M. Bakongo. Mais pour les gens qui ont été déguerpis, il ne sait même pas si ça a été fait dans les règles de l'art ou pas dans les règles de l'art, parce que ceux qui ont été déguerpis estiment qu'ils n'ont pas été prévenus. Mais il est important pour les téléspectateurs de savoir que dans une vaste campagne qui a été lancée par le gouvernement, il y a des actions de déguerpissement des grands axes de la ville qui vont abriter la canne. Cette opération a eu lieu à Boaké le 18 décembre. Ça a eu lieu à Yamoussoukro avec le ministre, j'ai oublié son... Boaké Fofana. Boaké Fofana, qui donnait même des mises en demeure à tous ceux qui sont aux abords des routes le 10 décembre. Je me dis peut-être que sûrement que c'est maintenant que c'est arrivé à Abidjan. Je pars sur ce principe-là. Ceci étant dit, moi j'estime que on ne va pas tout sacrifier aujourd'hui en Côte d'Ivoire au nom de cette sacro-sainte plus belle canne jamais organisée dans le monde. Daouda, c'est vous qui êtes le défenseur de la Bien sûr, merveilleuse canne de l'hospitalité. oui, je suis le défenseur, mais je vais en arriver. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on court. Il a dit on va courir. Mais on ne va pas aller au pas des courses parce que tout simplement, à 10 jours d'une canne, on vient déguerpir des gens du jardin. Pourtant, on sait qu'ils ne sont même pas sur la route. On passe tous au plateau. Ils sont où? Ils sont dans le marché du jardin. Ils sont dans le jardin, là, sur la photo. Ben là, dans ce jardin-là, on les dégage au nom de quoi? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le prix du carburant a augmenté, le prix de l'électricité a augmenté. En plus de cela, la vie chère qu'on subit depuis le début de l'année, le gouvernement demande aux Ivoiriens d'être résilients. Mais quand on demande aux gens d'être résilients, à un certain moment, je pense qu'on ne va pas leur arracher leurs moyens de subsistance. Mais Daouda, en même temps, quand on parle d'un jardin public, est-ce qu'on n'aurait pas pu, est-ce qu'il ne fallait même pas en amont empêcher les personnes de s'installer dans un jardin public? Parce qu'on le transforme en centre commercial. Et un bon matin, forcément, on sera déguerpi. Juste sur cet angle-là, on va justement permettre à Élysée de savoir, est-ce que le fait que l'administration ait laissé les gens s'installer et le fait qu'ils partent dans ces conditions-là, est-ce que finalement, on ne peut pas être d'accord avec Daouda par rapport à ce qu'il dit? C'est-à-dire que peut-être le timing est un peu violent. Ouais, bon, déjà, avant que je n'aille plus loin, permettez déjà que je compatisse voilà, avec ceux-là aujourd'hui qui ont vu, je dirais, leurs moyens peut-être de subsistance détruits sur la base d'un test. Je compatis totalement, mais en même temps, quand je finis de compatir aussi, comme vous l'avez si bien dit, la faute est à nous, la faute est à l'État. Parce que quand on laisse le temps aussi, parce que ce jardin public devenu finalement un centre commercial à ciel ouvert date d'il y a plusieurs années, ça date de plusieurs décennies, je dirais à la limite, alors qu'à l'initial, c'était un jardin public. Mais comment se fait-il qu'il devienne donc un centre commercial? C'est parce que certainement on a dû laisser des gens s'installer là. Donc la faute, dans un premier temps, incombe même au pouvoir public, le fait qu'ils aient laissé. Mais en même temps aussi, ce n'est pas parce que la faute incombe au pouvoir public et que le pouvoir public, s'étant rendu compte de son erreur, décide donc de rectifier, qu'on va aussi lui en tenir rigueur. À un certain moment, on ne restera pas les choses se faire comme ça. Il faut qu'à un moment, on puisse dire non, il faut qu'on change de cap parce que ça s'impose à nous. Mais on parle de timing justement, Élysée. Est-ce que c'est le bon timing? Comment est-ce que... Parce qu'on est à J- de la CAN. J-10. Daouda, quel est le plan de recasement de toutes ces personnes-là? Vous avez parlé de leur subsistance. Ils vivent de ça au quotidien. Quand on dit que c'est vrai, on ne doit pas être là, mais quel est le plan pour eux après? Parce que quand tous ces étrangers-là, enfin, ces étrangers, une façon de dire, tous ces étrangers qui viennent quand même apprécier notre pays qui a été déguerpi de tous ces gêneurs, qu'est-ce qu'on va faire ce que vous évoquez pose même le problème général même de... Le problème de timing dont vous parlez pose le problème général, mais le timing dans la question même de déguerpissement des emprises qui a été prise dans plusieurs villes. Le timing, il est général un peu partout. On a tous constaté qu'effectivement, au regard du temps qui reste à la CAN, on pense qu'on aurait pu faire ça un peu plus tôt. Donc ça, je pense qu'on est tous unanimes à reconnaître que le timing pose un peu problème. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que les gens avaient le droit de le faire ou pas le droit de le faire? Je pense que Daouda nous a donné une piste de solution tout à l'heure. Je crois, pour ma part, je pense quand même qu'on va continuer
d'accorder du crédit quand même au pouvoir public, aux responsables, qui ne peuvent quand même pas se lever sur la base d'une volonté personnelle et puis poser ce genre d'actes. Forcément, ça s'appuie sur un test. Maintenant, est-ce qu'ils ont été suffisamment sensibilisés sur ce test? C'est là que je parle de l'importance peut-être que ces genres d'opérations-là, on les rende un peu publiques. C'est-à-dire quoi? Quand on doit faire... Souvent, quand on allume la radio et puis on écoute les avis et communiqués, là, à l'époque, tout le monde était scotché à ça. Avis d'un Komodo et de Komodo, et puis tout le monde lisait, on savait que dans tel... il allait avoir une telle opération. Peut-être que c'est le lieu de revenir à ça pour que ces genres d'opérations-là fassent l'objet d'une communication en amont déjà, sur plusieurs semaines, de sorte que demain, quand on vient dire, nous-mêmes on dit, mon ami, ça fait 1 mois ou ça fait 3 mois, on t'a dit de partir. Tu peux pas venir nous dire aujourd'hui que tu n'es pas informé. Parce que je crois que ça aussi, c'est important peut-être de le faire. Daouda, vous voulez rajouter? Non, ce que voilà, pardon, Eman. Ce que je vais rajouter qui est important dans la mesure du possible, aujourd'hui, dans ce plateau, est-ce que l'idéal pour moi, je vais dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu réorganiser ce jardin public-là de sorte à ce que l'eau soit plus assainie, la sécurité y soit? Parce qu'aujourd'hui, il parlait d'un fait qui est très important. La Côte d'Ivoire va accueillir ses bras à 24 nations. Je ne pense pas, même les gens qui travaillent au plateau, mais tout le monde ne mange pas, comment on appelle ça, au comptoir d'Abidjan, tout le monde ne mange pas à l'hôtel Ivoire, tout le monde ne mange pas au Noum Hotel. Il y a des gens qui mangent encore des bananes braisées. Ça aussi, on peut organiser de telle sorte qu'après la CAN, on va leur dire, les gars, il est temps maintenant. Même durant la CAN. Oui, après, dégager. Mais à 10 jours d'une CAN, vous demandez à des gens... ça vaut plus de 10 jours. Hein. À moins de 10 jours d'une CAN, pendant 1 an, vous demandez à des gens, serrez la ceinture, serrez la ceinture. Ils serrent de la ceinture, nous-mêmes on le défend à tout moment, mais à 10 jours, on vient leur arracher la pitance de la bouche. Ce n'est pas juste. Très bien. Ce n'est pas normal. Herman, Moi, je suis quand même étonné. de quoi, Herman? On veut organiser une vie commerciale dans un jardin. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui est interdit? Non, Non, je vous le relance, c'est une jardin, question. le jardin, Oui. c'est un endroit de repos. Les travailleurs qui sont au plateau, le plateau, c'est quand même la vitrine administrative de la Côte d'Ivoire. Mais il peut avoir un bon petit restaurant où on boit un verre. J'en viens. Un jardin. Les restaurants, quand tu me dis, au plateau, il y a des endroits qui sont très loin qui sont pas trop loin du jardin, où on paye des repas à 500 francs. Lorsqu'on va vers comment on appelle le centre des affaires. Vous allez pouvoir le trouver, hein. Allez-y. C'est parce que je ne veux pas donner des noms, je ne voulais pas faire de publicité. Mais au plateau, non loin même de la mosquée, il y a des endroits où il y a des plats de 500 à 1000 francs. Généralement, les gens ne vont pas là-bas. Ils payent, généralement, ils prennent leur plat, ou bien leur garba, pour aller ici, la tikia, le poisson thon, un frit. Ils viennent au jardin et ils s'installent là. Aujourd'hui, dans ces jardins-là, les gens vendent de l'alcool. Il y en a qui viennent ici, c'est un peu aussi un fumoir. Allez-y là-bas, regardez vous-même les outils, enfin, ce qu'on y trouve. Oui, mais c'est carrément une imprimerie, ceci, cela. Moi, je trouve que le jardin public du plateau n'est pas destiné à cela. Et ce n'est même pas seulement le jardin. Aujourd'hui, à la faveur de la CAN, vous avez bien fait de le souligner. Même à Yopougon, au niveau des Siporettes, regardez le bordel qu'il y a. Aujourd'hui, ils sont en train de déguerpir là-bas. Mais en donc, fait, moi, je pense que... Là où on va permettre à Sarah de réagir. Non, je vais terminer là. Oui. C'est pour dire que ce n'est pas en regardant. Les gens, même quand ils viennent s'installer là, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Donc, à tout moment, on peut leur demander de partir. Mais pourquoi négocier après et puis perdre le temps pendant qu'à 10 jours, les gens vont venir, on doit les accueillir, ils vont venir au plateau, on dit « Ah, c'est le plateau là », et puis on va tout ce fourre-tout. Moi, je ne suis pas dans cela. Ouais, vous allez parler après. Moi, je parle rapidement. Pardon. Je rejoins ce que dit Herman sur le fond. Moi, j'ai juste envie de pousser la réflexion un petit peu plus loin. Aujourd'hui, là, on prend des mesures sur le court terme pour la CAN, pour la sécurité, etc. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, c'est quelles sont les solutions sur le long terme pour ces gens qui ont envie de vendre leurs produits, etc. Et on parle de la construction de centres commerciaux, etc. Très bien. Ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est après la CAN, une fois que les émotions sont retombées, etc., problème sécuritaire n'est plus là, après la CAN, qu'on s'organise pour faire un suivi sur ce qui a été fait et établi pour qu'il y ait des structures plus organisées pour ces petits commerces. Parce qu'ils ont besoin... Il y a une demande pour ces produits-là et il y a une offre par ces personnes-là. Maintenant, elles doivent être accompagnées dans des... On parle de l'année de la jeunesse, etc. Mais ce n'est pas forcément des personnes très jeunes qui tiennent ces commerces, mais c'est quand même des gens qui font partie de l'économie. C'est des gens qui ont leur business depuis des décennies et ils ont besoin de structures et d'accompagnement pour faire les choses de manière propre, en suivant les normes sanitaires, etc., quand c'est des petits restaurants. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on prend
prendre des décisions court terme qui peuvent voilà, créer des émotions, etc. Mais il faut surtout se focaliser sur le long terme. Et je pense que c'est ce que le gouverneur essaye de faire quand il dit qu'il veut courir partout à partir d'aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je le comprends, que je l'interprète. Quand il dit qu'il veut rencontrer les 13 maires des 13 communes, c'est pas juste pour la CAN, je pense. C'est aussi pour construire un Abidjan et structurer tous ces commerces-là. Sarah, vous avez dit, vous avez repris à peu près ce que Daouda disait, c'est-à-dire comment on peut réorganiser au lieu de tout casser pour faire en sorte que... Mais Daouda, avant que vous nous réagissiez, permettons à Élisée de nous dire s'il partage un peu vos différents avis ou s'il a d'autres points à souligner. Oui, je pense que sur la chute de Sarah, effectivement, c'est sur cette chute que je veux rebondir. Je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. En fait, je trouve que ce n'est pas très juste de penser que ça s'est fait dans le cadre de la CAN. Non, non, non. Parce que les structures ont été très bien, je dirais, établies. Dans le cadre de la CAN, on sait les structures qui ont en charge de gérer la question des emprises. C'est le ministère en charge de la salubrité, conduit par M. Bouaké Fofana, qui s'en occupe. Ce n'est pas un gouverneur de district. Je crois que cette opération était une opération qui était inscrite dans les cahiers comment on appelle ça, du district. Maintenant, c'était le timing. Quand est-ce que ça devait être fait, certainement, qui était le problème. Sinon, ça, c'était quelque chose, une opération qui était inscrite dans le cahier. Maintenant, le nouveau gouverneur qui est venu a estimé qu'il... Bon, pas il a estimé, peut-être même que c'était déjà, comme je le dis, porté à la connaissance. Éventuellement, je vais être très réservé parce que je n'ai pas les preuves. Parce qu'on n'a pas encore les papiers. Voilà, la connaissance peut-être des concernés, mais toujours est-il que ça a été porté par l'action du gouvernorat. Et comme je le dis, ce n'est pas inscrit forcément dans une logique d'une opération qui est menée dans le cadre de la CAN. Ça, c'est important de le préciser. Très bien. Très bien. Un point à rajouter, puis on évolue sur d'autres éléments de notre... À écouter Herman et puis tout le monde, on veut donner fier à lui à Abidjan. C'est bien, je partage ce souhait-là. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas le faire un peu plus tôt? Est-ce que... Mais sur cette question-là, je pense qu'on en a... On peut le faire plus tôt parce que finalement... Il a son agenda. Finalement, dans la précipitation, en fait, ça donne l'impression que tellement on veut rendre Abidjan si beau, on va commencer des travaux dans ce coin-là. Finalement, on sait tous les travaux, qu'est-ce que ça crée ici comme problème à Abidjan. Est-ce que vous avez l'agenda des travaux? Mais justement, quand on chasse les gens, c'est pour faire quoi? Mais c'est un jardin d'abord. Voilà, pour donner le visage de... C'est divisé en deux, c'est sectionné. Donc, tu n'as pas dit que c'est pour la CAN. Non, permettez. Je prends la peine de vous écouter. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Donc, je dis, l'urgence aujourd'hui, l'urgence, tu parlais d'urgence en parlant de Roxy. L'urgence, ce n'est pas d'appauvrir les Ivoiriens. L'urgence aujourd'hui, pour moi, si vous parlez du district, du gouverneur veut courir, l'urgence pour moi aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens ont attendu, ça fait des années qu'on attend l'abattoir flambant neuf qui doit venir, qui n'est pas encore arrivé. On attend, l'urgence aujourd'hui, c'est de remettre la gare internationale routière que les Ivoiriens attendent, le district d'Abidjan attend depuis des années, qui n'est pas encore venu. C'est ça l'urgence. L'urgence, ce n'est pas d'appauvrir les Ivoiriens. Daouda, très bien. Daouda, une courte réaction. C'est toi-même qui disais ici que le gouverneur Bakongo, c'est pas, je te rappelle juste que l'ancien gouverneur, il est Premier ministre. Bakongo, il est seulement à quelques jours de sa nomination. Il a pris ces urgences-là, il en est bien conscient, j'imagine. Et quand on voit, moi je veux prendre seulement l'implémentation de ce qu'il a fait à Koumassi. Et ça, vraiment, concernant Bakongo, je peux tout dire, mais ça me rassure. Je me dis que si il a eu les Ivoiriens qui doivent aller sur une carte. Mais à 10 jours, on doit appauvrir des Ivoiriens. Daouda, ces gens-là qui sont dans le jardin, qui font ces commerces-là, ils sont souvent même plus riches que nous qui sommes assis ici. Non, mais n'empêche que c'est des moyens de subsistance que tu enlèves de la bouche. Non, c'est des moyens de subsistance que tu enlèves de la bouche. On veut les amener à le faire dans les règles de l'art. Il y en a qui sont dans les commerciaux, dans les commerces, dans les galeries. Si on s'écoute, dans les règles de l'art, c'est des moyens de subsistance que tu tires de la bouche des gens. Sachant que ça fait 1 an et demi que tu demandes à ces mêmes personnes-là de serrer la ceinture. Pendant que le carburant a augmenté, pendant que l'électricité a augmenté. C'est vrai qu'on en parle tout le temps, mais à un moment donné, il faut savoir dire à nos gouvernants, trop, c'est trop. Très bien, on a fini. L'autre dit trop, c'est pas trop. Voilà la réponse du berger à la bergère. On a entendu tout ça. Ce sont vos points de vue sur l'action publique. C'est ce qu'on aime, que les uns et les autres se prononcent. Et on aura les responsables ici, on ouvre une nouvelle année, qu'ils viennent nous expliquer justement le sens de leur action. Justement, à propos de sens d'action, parlons, on va vous donner un court moment, Christelle, à nos camarades, pour essayer quand même de nous expliquer un peu leur perception de ces recommandations de la Cour des comptes. La Cour des comptes, on en a parlé hier ici, c'est vrai, le sujet a été préempté par cette affaire de passeport et de CNI, mais ce n'est pas ça le sujet. En réalité,
Et la Cour des comptes dit, écoutez, il faut revoir votre façon de gérer les comptes publics. Qu'en est-il de cela, Christelle? Alors, elle a fait des recommandations, la Cour des comptes a fait des recommandations. Il est bon qu'on puisse les présenter donc aux téléspectateurs. Commençons par vous, Herman. Au niveau des recommandations de la Cour des comptes, sur quel élément, sur quel point vous voulez donc porter votre analyse? Il y a les recommandations qui sont relatives au remboursement des prêts rétrocédés. Je vais lire ça. La Cour recommande par exemple au ministère de l'Économie et des Finances de lui communiquer chaque année l'état actualisé de la situation des prêts rétrocédés qui indique la liste exhaustive des entreprises qui sont débitrices et puis le montant total dû par chacune de ces entreprises. Si l'État, le rapport, la Cour des comptes dit cela, ça veut dire que elle n'a pas aujourd'hui la liste exhaustive de ces entreprises qu'on doit. Donc il y a un manquement à ce niveau, vous dites. Élisée, qu'est-ce que vous avez trouvé donc d'assez intéressant dans ces recommandations? Et vraiment, que pensez-vous de cette injonction qui est de dire, écoutez les gars, vous êtes invités à plus de rigueur? Ben, moi, je pense que l'une des choses qui a attiré mon attention, c'est le déficit au niveau du solde budgétaire. Sur cet aspect, par exemple, la Cour des comptes a estimé que c'est une recommandation persistante qui dure depuis trois années successives et sur laquelle vraiment les pouvoirs publics devaient être plus regardants. Et il relève, par exemple, le niveau des provisions des recettes budgétaires en rapport avec les dépenses. Donc, il met en adéquation nos dépenses avec les recettes. Il faut qu'il y ait vraiment un certain équilibre, parce que là, on enregistre un déficit qui, depuis 3 années, est constaté, en fait. C'est-à-dire que l'État, pour vous aider, enfin, voilà. permettre à nos l'État dit chaque année, on l'a précisé ici, je vais, moi, gagner, enfin, je vais récolter 10 000 francs. C'est ça. Sauf qu'au final, l'État dépense 11 000 francs. Exactement. Et on dit qu'il y a un problème. Et donc, il faut équilibrer. C'est ça. Ça fait 3 ans que cette même recommandation est faite. Donc, la Cour des comptes demande au pouvoir public de vraiment être très regardant là-dessus. Il demande également aussi d'élargir l'assiette fiscale. Parce qu'il estime que le taux de pression fiscale est un peu élevé. Parce que la pression fiscale se fait autour d'un petit groupe, ce qu'il peut qualifier d'un petit groupe en fait, d'entreprises qui, eux, payent pratiquement toutes les taxes. Alors que si on élargit l'assiette fiscale, on va rendre moins, on va mieux pressuriser, si je peux m'exprimer, les entreprises. Il parle aussi de poursuivre les efforts de maîtrise des charges du personnel. Voilà, la Cour des comptes estime quand même que les charges du personnel au niveau étatique ne sont pas vraiment maîtrisées. Et ça fait qu'on sort vraiment... Vous pouvez expliquer, enfin, à rentrer dans des détails par rapport à ce point-ci? Les charges du personnel, je prends une entité. On peut prendre par exemple une institution. Voilà, dans l'institution, on se dit qu'il y a des salaires qu'on doit payer, il y a des dépenses d'électricité, il y a un certain nombre de choses. Des primes et tout ça. Voilà, donc il estime qu'à ce niveau-là, il y a des efforts qui doivent être faits, de sorte que ce soit calibré au regard aussi de nos recettes, parce qu'il ne faut pas qu'on se donne des charges faramineuses, alors qu'en réalité, on ne récolte pas suffisamment. Donc voici ce que je voulais dire. En fait. Sarah est très en attente de réagir par rapport à ce dossier-là. Le rapport donc, de la Cour des comptes qui fait des recommandations, ce n'est pas la première fois, elle en fait. Quel élément, Sarah, devrait interpeller le plus nos dirigeants? Alors, il y a un grand nombre de recommandations tout de même. Moi, j'apprécie déjà le fait que ce document soit disponible, ouvert. C'est un document de plus de 90 pages avec énormément de détails sur les recettes budgétaires qui sont constituées de recettes intérieures, donc les recettes fiscales, etc., mais aussi les recettes extérieures, les dons. Et on a un peu aussi de détails sur les dépenses. Et ce qui frappe évidemment, comme dit Élisée, je le rejoins un petit peu là-dessus, c'est sur ce qu'on appelle, il y a les dépenses en capital et les dépenses ordinaires. Dans les dépenses ordinaires, on a quand même 2 postes qui sautent un petit peu aux yeux. L'un est lié effectivement donc, à la dette publique, mais bon, ça c'est normal, j'ai envie de dire, pour toute la partie qui est investissement, c'est quand même assez important quand on le rapporte au PIB du pays, mais voilà, on est dans cette phase aujourd'hui. Et puis dépenses du personnel, oui, plus de 2000 milliards, c'est quand même un poste assez conséquent, et je pense qu'il y a des choses à faire. Maintenant, moi j'ai envie de revenir un petit peu sur ce qu'est vraiment ce document et ce qu'il explique en quelque sorte. On parle de prévision versus réalisation. Donc on a prévu en 2021 qu'on atteindra X niveau de recettes, X niveau de dépenses, et ensuite il y a ce qu'on a vraiment réalisé. Donc le taux de réalisation, c'est quelque chose de très important, et il est autour de 96%, ce qui est quand même assez important, et ce qui veut dire quelque part qu'on réalise assez bien ce qu'on avait prévu. Et maintenant, quand on regarde sur les 5 ou 3 dernières années, disons l'évolution de ces recettes,
elles augmentent depuis 2018 même. Mais quand on regarde la dernière année, c'est-à-dire 2022 comparé à 2021, on est en augmentation de 5% des recettes fiscales totales comparé à 16% l'année d'avant. Donc ça veut dire en gros qu'il y a une diminution de ce taux de croissance. Pourquoi ? Eh bien, quand on regarde un petit peu plus le rapport dans le détail et qu'on s'attarde un petit peu sur tout ce qui est impôts directs et impôts indirects, on comprend que c'est au niveau des impôts indirects que la baisse est importante. Ça veut dire quoi ? L'impôt indirect, c'est les taxes, etc. Exactement. Donc, soit il y a un ralentissement de l'économie qui explique que le taux indirect diminue, donc il y a moins de recettes, etc. Ou soit il y a une mauvaise gestion, tout simplement, et de collecte. On parle pas de ralentissement en Côte d'Ivoire, Alors, au contraire. on ne parle pas de ralentissement, certes, mais on est quand même dans un contexte socio-économique qui est moins... moins endimanché, on va dire. Voilà, on cite souvent la guerre en Ukraine, l'aspect insécuritaire, etc., le taux d'inflation, etc. Mais il y a ça. Un autre point que je relève, et j'aime vraiment ce rapport parce que les recommandations sont très claires et on termine là-dessus, c'est, même si c'est un poste qui n'est pas très important, c'est les produits financiers. Les produits financiers, c'est quoi ? C'est les recettes liées au placement que l'État fait quand ils investissent dans des sociétés publiques. Sur ce point précis, la Cour a effectivement épinglé en disant on veut plus de détails sur ces recettes-là, principalement parce qu'elles diminuent de 35% par rapport à l'année dernière. Encore une fois, ça peut être lié à la conjoncture socio-économique, mais la Cour demande plus de détails sur ces montants et la part de ces montants alloués au budget. Donc on verra d'ici quelques temps quelle est la réponse plus détaillée apportée par le gouvernement sur ces sujets-là, mais c'est très intéressant de se pencher sur les détails. Très bien, c'est Merci très beaucoup, intéressant. Sarah. Merci, Sarah. Merci infiniment. Daouda, vous avez un mot à dire? Parce que toutes ces recommandations-là, pour vous, ça va en résonance sans doute avec le train de vie de l'État? Oui, en fait, au-delà de toutes ces recommandations du Conseil d'État, je pense que c'est une sonnette d'alarme qui est tirée parce que c'est le lieu aussi de dire qu'on a, comment on appelle ça, la commission, c'est pas de la haute autorité de la bonne gouvernance, pour la bonne gouvernance, le Sénat, le Conseil d'État, qu'on appelle ça, le Conseil d'État et puis la Cour de cassation, tout ça. À un moment donné, médiateur. Voilà, même les députés, à un moment, il faut qu'ils appellent les gens, les mauvais élèves, pour leur poser des questions. Parce que les Ivoiriens ont le droit de savoir où est-ce que leur argent aussi va, comment c'est utilisé pour moi. Et je me félicite, et je félicite aujourd'hui les gens de se rendre compte que ce rapport existe et ça crée beaucoup d'émoi dans la population. Mais c'est des rapports qui sont faits à chaque moment. Peut-être que c'est cette fois-ci que ça a sonné dans les oreilles. Non, mais enfin, les gens s'en occupent, vous n'êtes pas triste. Non, je suis très content justement qu'ils s'en occupent et je veux qu'on puisse pousser le bouchon un peu plus loin. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non seulement que je voudrais dire, ce rapport il est tellement éloquent, ça nous permet de voir qu'on prend crédit pour payer crédit. Pour résumer ici, comme les Zouglous le font, 4 935 milliards que la Côte d'Ivoire dépense, 8 039 milliards qu'on réussit à mobiliser. Je veux dire que on a beaucoup, les recettes budgétaires sont à 4 935 et on dépense 8 000 et quelques milliards. C'est comme si tu es dans ta maison, tu as 300 000 francs de CFA de revenus chaque mois et puis tu t'en vas chaque mois, tes dépenses sont à 500 000. Je veux dire qu'à la limite, tu t'en vas taper à la porte du voisin, c'est-à-dire que la dette, il faut qu'on réussisse à... Mais si on veut s'arrêter sur ça... Pendant qu'on demande... Attendez, si on veut s'arrêter sur ça, on ne va pas relancer le débat, mais ça veut aussi dire que si on continue de vous donner... de vous prêter de l'argent, ça veut dire que vous êtes quelqu'un en qui on a confiance. Oui, mais c'est ça aussi la force. Si le père de famille, quand même, il essaie de rester dans ses revenus mensuels lui-même. On a vu ici des projets, des budgets sécurisés, d'assainissement et autres. On peut essayer quand même de faire... Où est-ce que ça nous a amené? On a vu des ponts, on a vu des routes, on a vu quoi en tant que projet structurant avec ce budget sécurité globale. La plupart des membres du gouvernement... L'émission est finie, mais sérieusement, il faut qu'on en parle. La plupart des membres du gouvernement... Laurent Gbagbo, il y en a marre. Mais sous Laurent Gbagbo, depuis 2003... Non, on ne va pas... L'ère Laurent Gbagbo est passée. Avec Alassane Ouattara, on a des projets structurants. Même si aujourd'hui, on prend de la dette, même si on prend des crédits avec des institutions de Bretton Woods, aujourd'hui, les Ivoiriens vivent bien. Très bien. Merci. Mais sous Laurent Gbagbo, ce qui est bien, c'est que le gouvernement de Laurent Gbagbo était composé, un gouvernement conglomérat, comme on le dit, depuis 2003, en 2003, déjà même après le forum de réconciliation, donc Macoussis,
il y avait 70% des membres du gouvernement qui étaient composés d'autres partis politiques. Donc, je veux dire qu'ils sont tous comptables dans la gestion de Laurent Cela Gbagbo part de l'irresponsabilité de M. Laurent Gbagbo en tant que président. Parce que quand on est responsable... Qui était le ministre de la Santé? Quand on est responsable d'un État, Herman, et quand on va à des négociations à une table à Marcoussis, quand on n'est pas d'accord, on apprend à dire simplement non. Bon, moi, ce que je veux te dire, que puisqu'on parle de l'action du gouvernement, et cette action du gouvernement-là, autant les autres membres du gouvernement, tous les membres du gouvernement sont comptables de cela. Et le gouvernement de Laurent Gbagbo, jusqu'à ce qu'il ne perde le pouvoir, c'était Tu as parlé de Zouglou tout à l'heure. Je tiens à te rappeler que les Zouglous aussi ont dit que si tu as embauché voleur, c'est toi qu'on va appeler voleur. Ok, donc on l'appelle voleur, mais je le rappelle aussi, il ne faut pas aller... C'est lui qui était là. Est-ce que vous pensez qu'on a terminé? Bon, messieurs, nous allons Ok, terminer. très bien. Merci, Vous êtes studieux. On vous a laissé. Comprenez que vos propos sont très intéressants, mais nous avons des impératifs de temps et je pense que les téléspectateurs aussi doivent nous écouter jusqu'à une période et passent à autre chose et ils reviennent à nous, Christelle. C'est clair. Et là, je pense qu'on va poser tout le monde, le temps de respirer. Hein. On va bien respirer. On se retrouve tout à l'heure. Rendez-vous compte, la CAN, c'est dans moins de 10 jours. Hein. Nous sommes le 4 janvier aujourd'hui. Le 13 janvier, ce jusqu'au 11 février, la Côte d'Ivoire va vivre au rythme du football africain. La plus grande compétition sportive d'Afrique sera donc ici, revient en Côte d'Ivoire après 40 ans. Et ce sera la CAN 2023, il faut quand même en revanche le préciser. Le Grand Talk, c'est évidemment votre rendez-vous pour débattre de tous les sujets, à la fois donc politiques, économiques, culturels et sportifs. Et nous ouvrons avec vous, évidemment, les questions sportives. Et nous serons avec un invité qui va apparaître dans pas longtemps sur votre écran, qui va avec nous parler d'une initiative sur le soutien au COCAN. C'est un footballeur émérite, il était tellement puissant sur les terrains. Mais avant, on peut quand même commencer à évoquer les questions de foot, de CAN, et tout ça. Ce sont autant de sujets que vous aimeriez évidemment comprendre, Christelle. Si on peut commencer à évoquer ces premiers sujets avant de recevoir ici même Harouna Koné qui va nous rejoindre. Il n'est plus très loin. Il est là déjà. Déjà, il faut... Ah, il est là. Oui, je pense qu'avant qu'il arrive, il est important aussi de porter l'information à nos téléspectateurs. Oui. Déjà, selon la CAF, il était prévu que dès aujourd'hui, le jeudi 4, les délégations officielles commencent déjà à arriver en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, et selon les informations de notre possession, déjà des officiels sont sur le sol ivoirien depuis quelques heures déjà. Ah. Donc, c'est dit que la fête a déjà commencé. C'est une très très bonne nouvelle que évidemment vous nous annoncez là, c'est-à-dire que les uns et les autres vont se préparer à venir en Côte d'Ivoire. Je faisais un grand signe à Harouna Koné qui nous a rejoint. Harouna Koné. Bonsoir, vous allez bien? Super bien. Il n'a pas changé hein, depuis le temps des... Mais est-ce qu'il a la même couleur de cheveux? C'est un sportif. Non, il n'a pas la même couleur de cheveux. Là, ça a changé. Là. On a eu du mal à le reconnaître. Harouna Koné, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous au Grand Talk. On est très content de vous avoir. C'est un plaisir. Alors, vous allez donc vous initier des ateliers de formation des responsables bénévoles pour la réussite de la CAN. C'est votre participation justement à ce que la belle CAN de l'hospitalité, quand je dis ça, je regarde Daouda, la plus belle CAN jamais organisée en Afrique. Très bien. Alors, donc, quand on dit ça, Harouna, vous vous dites, moi, je viens avec de la formation. Pourquoi la formation, Harouna? Non, en fait, j'ai mis un mouvement en place, c'est des bénévoles qu'on a essayé de recruter. Okay. C'est pour accompagner le COCAN dans son action d'organisation et pour la réussite de la CAN. Donc je me suis dit, en tant qu'un ancien éléphant, que je pouvais peut-être apporter ma contribution. Et j'ai essayé de mettre un peu, créer des sections un peu partout dans les 5 villes qui accueillent les matchs. C'est ça. Donc, on a avec créé différentes sessions de formation. Oui. Hein. Non, on va revenir sur les différentes bien sessions, mais parlons d'abord du mouvement. Comment vous avez réussi justement à avoir des bénévoles dans les 5 villes, c'est ça? Oui. Donc, à la base, quand on a eu l'idée, j'ai
j'ai contacté quelques anciens tels que Eboué Emmanuel, qui est l'un des vice-présidents, Kone Ibrahim, qui... Vice-président de quoi? Du MAS Kokan, du mouvement. Voilà, C'est le mouvement Aruna Kone en soutien au Kokan. Très bien. Donc, on a créé des sections qui sont devenues des coordinations. Donc, on a 6 coordinations autour des 6 stades. À Abidjan, il y a la coordination Abidjan Nord qui se déploie autour des BIMP. Et puis, Abidjan Sud, Félicia et puis les autres villes. Donc, c'est bénévole. À la tête de cette section, il y a un président. Donc, on a eu un atelier le 18 décembre passé pour former ces bénévoles, les présidents bénévoles, pour qu'ils partent à leur tour faire la restitution au sein de leur section. Et à partir de là, maintenant, les sections vont se déployer dans la ville pour aller sensibiliser les populations aux enjeux de la CAN. Et puis, c'est comme ça qu'on va essayer aussi de mobiliser les gens pour que tout le monde essaie de partir. Aruna Kone, on sait que beaucoup, certains de vos amis anciens footballeurs ont dit, se sont plaints. On a entendu récemment donc, un ancien joueur qui disait non, on n'a pas été suffisamment associé à l'organisation de la CAN. Il s'agit de Kader Keita. Est-ce que vous pensez que les initiatives auraient dû venir aussi des footballeurs eux-mêmes? Parce que c'est vous qui montez le mouvement Aruna Kone pour l'organisation de la CAN. Est-ce que vous vous dites, finalement, c'est vrai, ils ne l'ont pas fait, mais nous, on aurait dû aussi proposer des choses. Oui, effectivement, je pense que la CAN se joue en Côte d'Ivoire. Moi, je suis très heureux parce que, en tant qu'un acteur du football, la CAN se joue ici. Et après, c'est le football local qui va bénéficier de toutes ces infrastructures. Donc, pour moi, qu'on nous appelle ou pas, c'est notre devoir de contribuer à l'organisation de cette CAN. Comme un bon éléphant, vous vous appelez vous-même. Voilà. Donc, on s'invite nous-mêmes, il faut accompagner le COCAN. Et quand ça réussit, c'est le nom du pays qui part et c'est le nom de tous les Ivoiriens. Donc, pour moi, il est important de... Daouda? L'idée, c'est que vous avez... Comment ça va se faire concrètement, les bénévoles? Quand on parle de déploiement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on sait déjà que le COCAN a plus de 10 000 volontaires, le ministère de la Jeunesse en a 20 000, ça fait déjà 30 000. 20 000 bénévoles. Bénévoles. Les vôtres, ils vont faire quoi concrètement? Non, les nôtres, déjà, il y a une grande partie qui ont intégré les bénévoles du ministère. Ah, d'accord. J'étais aujourd'hui même à l'événement du Palais de la Culture. Du Palais de la Culture. Pour la mise en mission des bénévoles. Oui, ils ont pris une grande partie. Et pour moi, je dis tout le temps que trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est ça. Je veux dire qu'il y a 10 000, 20 000. S'il faut avoir peut-être 50 000 encore, il n'y a pas de souci. Vous avez été associé à ce que l'État est en train de faire, c'est très bien. Oui, donc les bénévoles, ils peuvent être partout. Il y a tellement de choses à faire. Nous, dans nos missions, par exemple, et nous sommes les seuls, je veux dire, le seul mouvement qui est sur le terrain pour aller sensibiliser les gens. Les autres ne font pas, ils vont déployer les bénévoles autour des stades pour accueillir les gens, les orienter. Et nous, on est aussi dans les actions de salubrité très bien. Dans le stade et puis autour des stades aussi. Oui, parce que ça, c'est une grosse question. Hein. Herman Aruna Kone, aujourd'hui, vous organisez les bénévoles pour cette CAN-là. Aujourd'hui, vous avez fait quand même des CAN. Il y a souvent des questions polémiques. C'est vrai que ce n'est pas l'ordre du jour peut-être de ce que vous avez dit ici aujourd'hui. Il y a la question, je vais le dire ainsi, du penalty raté par Drogba. Certains disent que l'entraîneur avait choisi quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on attend quand même certains footballeurs, certains coéquipiers le disent. Vous, quel est votre regard sur cette polémique-là? Mais bon, peut-être que vous allez être déçu de ma réponse. Donnez votre réponse. Hein. Je n'étais pas à cette case. Voilà. Mais quand même, vous avez... J'ai vu, mais pour moi, c'est eux qui étaient là. Donc, ils sont bien placés pour dire réellement ce que l'entraîneur avait dit. Sinon, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas aussi pourquoi quelqu'un peut faire exprès pour aller rater un penalty. D'accord. C'est pas le sujet. La réponse est bien là. Le football reste un sport de vie. Hein. Il y a des ratés comme il y a des succès. Déjà, il faut saluer l'initiative. C'est une très belle initiative, une initiative citoyenne. Mais on est sans ignorer que c'est quelque chose qui va nécessiter certainement des moyens financiers. Est-ce que c'est porté totalement par Aruna Kone ou bien il y a un appui de ses amis ou l'État même vous a quand même fait une passe, je dirais, aveugle? Comme on est dans le milieu du football. Une passe aveugle. En tout cas, on attend cette passe aveugle. Mais déjà, vous êtes parmi les bénévoles, les 20 000 bénévoles, on vous a proposé donc... Si.
Mais pour le moment, c'est moi qui suis derrière, sur fonds propres. Et j'ai réussi quand même à contacter quelques structures avec des amis pour nous accompagner. Et c'est comme ça que j'essaie quand même de retenir les bénévoles. Parce que ce qu'on a fait lors des différents matchs passés des éléphants, on a essayé de trouver des tickets pour donner à nos bénévoles pour aller essayer déjà s'acclimater avec les stades. On a essayé de mener des activités de sensibilisation dans le stade et puis aussi les activités de salubrité après les matchs. Donc ça s'est super bien passé. Bravo. Et pour moi, on attend et on demande toujours des structures qui veulent vraiment nous accompagner, soutenir, ça va être vraiment bien. Merci. Sarah. Oui, alors très rapidement, j'ai deux petites questions. La première pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous recrutez encore aujourd'hui des bénévoles ou c'est fermé? C'est fermé. D'accord. C'est fermé. Je veux bien parce que le mouvement actuellement, il y a des gens qui appellent de partout. On a une section même qui s'est créée à Saint-Franc. J'ai dit, mais il n'y a pas de stade là-bas, on fait comment? Ils appellent Dalois. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais en tout cas qu'il y ait beaucoup plus de bénévoles, mais après, les fonds et tout, les soutiens, donc il ne faut pas encore continuer à recruter les gens. Et puis après, si tu n'arrives pas à respecter... La deuxième question, pardon, donc c'était sur ce plan. La deuxième, c'était... Alors, je vois qu'il y a 4 sessions que vous avez organisées lors de la dernière formation sur le civisme, la citoyenneté, l'accueil des spectateurs, etc., et l'immigration irrégulière. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les thèmes principaux sur lesquels vous êtes focalisés pour que les gens, justement, qui nous écoutent, comprennent vraiment mieux quels sont vos objectifs à vous, quelles sont les grandes thématiques, en fait? Non, les grandes thématiques, chez nous, c'est plus sur le civisme et puis la citoyenneté. Parce qu'il y a le vivre ensemble qui faisait partie aussi des... Les valeurs du vivre ensemble qui faisaient partie aussi des modules. Je pense qu'il y a 23 avec la Côte d'Ivoire qui fait 24 pays, mais il y a 23 pays, c'est quasiment la moitié du continent qui se retrouve en Côte d'Ivoire ici. On organise, moi je me dis qu'il y a une mobilisation à faire. Mais avant d'aller mobiliser les gens, il faut expliquer les enjeux de la CAN. Si les gens ne comprennent pas, les gens peuvent s'asseoir à la maison et puis dire, bon, je vais regarder. Mais il faut aller expliquer aux gens les enjeux. Et comment réagir même en cas de défaite, par exemple. Donc il y a l'esprit faible aussi qui fait partie de la sensibilisation. Il faut accepter les résultats, ne pas insulter les gens ou peut-être aller jeter les bouteilles. Comment on peut faire des accolades à la fin d'une rencontre? Voilà, donc c'est tout ça qu'on passe sur le terrain, on va expliquer aux gens. Au-delà même des matchs des éléphants, il faut que les Ivoiriens partent au terrain, mais il faut qu'ils comprennent. C'est leur manière comme ça de participer à l'organisation de ces cadres. Mais s'ils ne comprennent pas comme ça, que les gens s'asseyent à la maison pour dire, bon, la Côte d'Ivoire, je passe, je vais au foot quoi là-bas. Mais non, il faut partir, il faut participer. Il y a un challenge de mobilisation qui s'impose à nous et il faut réussir ce challenge. Justement, avant Daouda ou Élysée, il y a un challenge de mobilisation. Du coup, vous avez mobilisé combien de bénévoles pour l'ensemble justement des 5 villes et des 6 stades? On a près de 215 sections créées. Donc les 6 coordinations, ça fait plus de 5000 bénévoles. Vous avez 5000 personnes qui pourraient travailler justement. Est-ce qu'ils auront un petit pécule justement? Non, c'est les gens qui sont motivés pour aller au stade. Ils n'attendent rien. Je suis allé seulement, je leur ai expliqué que bon, c'est le pays qui organise. On fait tout ça pour l'image du pays. Quand on réussit les retombées, c'est vrai, tu peux ne pas gagner quelque chose d'une manière financière, mais ce que le pays va gagner derrière, c'est tous les Ivoiriens qui vont profiter. La preuve, c'est qu'il y a eu les infrastructures routières, les hôpitaux qui ont été construits. Tout ça, ça profite à qui? Ça profite à la population. À la population. D'accord, merci. Vous avez vraiment toute mon admiration pour cette initiative, d'autant plus que vous avez dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous appelle. Comme l'hymne national dit, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Mais ma question, elle est toute simple aujourd'hui. C'est vrai que je vais sortir de votre initiative et vous poser une question rapide sur le Casa qui n'a pas été sélectionné. Vous avez été footballeur international, vous avez assisté à des situations comme ça où des gens ne sont pas sélectionnés, mais il y a beaucoup de polémiques et tout. C'est quoi votre avis, même si vous n'êtes pas dans les vestiaires avec eux? Mais quand on vit ce genre de situation? La question est courte, hein? Oui, moi personnellement, si j'étais le sélectionneur, j'allais appeler Zaha. Il a beaucoup d'expérience. Et quand on va à une CAN, on a besoin des joueurs expérimentés. C'est un mix, au fait.
Tu as besoin des jeunes joueurs qui ont beaucoup plus Mais d'énergie. comment on gère un cas d'indiscipline, justement, quand l'entraîneur il estime qu'il y a des joueurs qui sont indisciplinés, qu'on n'arrive pas à gérer? En tant qu'ancien joueur, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait gérer ce genre de cas? C'est vraiment difficile. Vous savez, quand vous partez dans les compétitions pareilles, on a besoin d'avoir un environnement sain. Et quand l'entraîneur estime qu'il y a un joueur qui peut lui créer des problèmes, il préfère s'en débarrasser. Pour moi, personnellement, le Zaha, avec son expérience, c'est des joueurs qui peuvent être effacés pendant 89 minutes, à 90 minutes, ils te décantent la situation. Et c'est ce genre de joueur-là. Ça fait penser à vous-même, véloce, technique. Mais s'il estime qu'il a motivé son choix, il a dit que c'est parce qu'il y avait plus de droitiers. C'est ça. C'est ça. Contrairement à Nicolas Pepe qui est un gaucher qu'il a dû laisser Zaha. Mais pour moi, aujourd'hui, là, il faut respecter le choix de l'entraîneur. Très bien. Et puis demain, si ça ne marche pas, on est... Mais l'entraîneur, ce sera le seul comptable. Moi, vous avez été sur les terrains. En quoi est-ce que la culture du civisme, qui est le point central de votre activité, est importante pour les athlètes même qui sont sur le terrain? Non, c'est la culture important. du civisme par les supporters. Par les supporters. Mais il faut amener les gens à comprendre que le sport, c'est avant tout un jeu. Mais si tu ne comprends pas de cette manière-là, tu vas aller au terrain. Déjà même... On a trop de passion, c'est ça? Non, trop de passion autour. Mais si... Déjà, il faut mettre en tête que c'est la fête. Comme en Angleterre, c'est-à-dire c'est un jour de rassemblement, on va fêter. Tu peux gagner comme perdre, il faut l'accepter. Mais c'est là qu'on parle de civisme. Mais si tu n'es pas civilisé ou tu ne comprends pas les choses comme ça, et puis le civisme, c'est l'âge. On ne veut pas voir les gens aussi en train de jeter les ordures un peu partout. Ou bien si c'est le cas, quand le match finit, il faut ramasser. On a vu lors de la Coupe du Monde, ce que les Japonais ont fait, ça a fait le tour du monde. Ce sont les exemples à suivre. Moi, j'aimerais bien avoir votre réaction sur certaines actions passionnées qu'on retrouve en Afrique. Lorsqu'un match est perdu, certains vont jusqu'à retracer chez les parents du joueur. C'est pas seulement en Afrique. C'est pas seulement en Afrique. Oui, on a eu le cas également, bien sûr. Mais comment est-ce que vous, en tant que joueur, vous le ressentez? Vous vous dites à un moment donné, on prend la chose trop à cœur et on ne devrait pas. Et nous, on a l'impression qu'ils n'ont pas mis le cœur, ils ne sont pas attachés à la patrie. Et ils ont fini de jouer, par exemple, on les a vus en boîte de nuit, ce genre de choses. On a l'impression qu'on vous regarde d'une façon et vous voyez la chose autrement. Non, c'est difficile. Ça, c'est des choses aussi en tant que des professionnels à ne pas faire. Il y a une histoire comme ça où il y a eu un joueur qui a été tué comme ça, je crois, c'est un Colombien. Andrés Escobar. Ce n'est pas des choses qu'un professionnel devrait faire. Oui, il ne devrait pas faire. Aruna, parce que la question, c'est qu'il ne devrait pas faire. Mais est-ce que vous comprenez toute la passion autour, justement, du football, qui, on l'a répété ici, reste quand même un acte de vie. C'est-à-dire que parfois, la vie, on réussit des choses, on en échoue d'autres. Mais on a l'impression parfois que le football, on doit tout réussir. Non, non. Les gens, on sait qu'il y a beaucoup de passion, mais il faut quand même comprendre qu'on ne va pas peut-être jouer un match pour faire exprès pour aller faire. Non, non, on va... Il y a une émission, il y a quelqu'un qui disait que quand on perd un match, les gens ne peuvent même pas s'imaginer comment vous sentez, comment on se sent, comment les joueurs pleurent dans leur chambre. Ils ne peuvent pas, il n'y a pas de caméra pour suivre ça. Mais si vous voyez comment les gens ils sont découragés, ils sont en train de pleurer dans leur chambre, ils sont tristes, mais attends, c'est des choses, si on filme, les gens vont savoir réellement qu'on a vraiment mal. Les premiers qu'on mal, c'est des joueurs. On ne fait pas exprès. Et tout le monde part jouer un match, on veut gagner des trophées. Mais si on ne le gagne pas, c'est parce que... Vous voulez poser une question, puisqu'on vous a, puisqu'avant Élysée, chaque fois ça tombe sur vous Élysée, vous étiez quand même d'une génération dorée. Vous faites partie quand même de cette génération qui n'a pas remporté de trophée, mais qui était quand même une super génération. Est-ce que sur ça, vous avez certains regrets? Vous vous dites, oh là là, nous, on aimerait être à la place? Ou comment vous réagissez finalement comme non, ça? Je n'en appelle pas ça un regret. Un regret, je pense que c'est peut-être, tu te retrouves face à une décision, tu as pris une mauvaise décision et puis tu regrettes, mais on n'a pas fait exprès pour perdre. Les deux finales déjà que nous avons jouées, 2006-2012. Donc je vais dire qu'on a tout fait, on a manqué un peu de chance, mais en même temps, ce que les gens oublient aussi,
l'équipe qui gagne en 2015, c'est pas... Cette équipe-là fait partie aussi de notre génération parce qu'il y a quand même... Les trois cas, c'est notre génération. Donc, il y a un groupe qui était là. Et puis, remporter aussi une coupe, c'est un processus. Hein. C'est pas... Ouais, c'est un processus. Vous allez perdre souvent et on apprend de ces défaites-là. Et puis, une fois comme ça, on vient gagner. Est-ce que c'est des messages comme ça que vous avez portés lors de ces formations-là sur l'acceptation de la défaite? Accepter la défaite dans la dignité. Dans la dignité. Parce que vous qui venez quand même d'un club comme le Rio Sport d'Anyama, des choses comme ça, c'est le côté populaire du football. Et c'est parfois dans le côté populaire qu'il y a la passion. Et à eux, justement, on donne ces messages-là comme ça, comment accepter la défaite, etc. Oui, nous qui avons joué, quand même, qui avons été professionnels, on voit un peu comment les Européens vivent la chose. Moi, j'ai été choqué d'être en Europe et puis, après un match comme ça, je vois mes collègues en train de jouer bien, mais j'étais là. Vous avez perdu, en fait. Mais, oui, mais j'étais perdu. Chez moi, c'est pas comme ça. Chez vous, après, tout le monde pleure. Voilà, on pleure pendant 2 jours, 3 jours, tu es là, tu es enfermé. Mais les gars, ils sont détendus. Il y a d'autres qui jouent baby et tout, mais ils sont passés à eux. C'est vrai que c'est notre boulot, mais tu perds, tu peux gagner demain, il faut accepter. Et c'est comme ça que moi-même, j'ai appris à accepter aussi les résultats. Mais quand vous acceptez facilement, les populations ont l'impression que vous ne vous sentez pas concerné par la chose. Non, c'est ce qu'il ne faut pas montrer. Et c'est ça que vous formez, c'est pour ça que vous formez, justement. Oui, on forme pour cela. C'est ce qu'il ne faut pas montrer. C'est-à-dire que tu as mal, mais il faut aussi montrer. Si tu ne l'évacues pas rapidement, le prochain match, là, tu... C'est clair. Élisée. Je voudrais bien savoir, en fait, le profil de vos bénévoles. C'est-à-dire, c'est 5000 bénévoles environ. C'est quoi le profil? Ils viennent de quel secteur d'activité? C'est des Ivoiriens de tout horizon? J'ai besoin de savoir un peu. Non, c'est des Ivoiriens de tout horizon. On n'a pas... De plusieurs secteurs d'activité? Oui, de plusieurs, un peu partout. Donc, on n'a pas mis vraiment... C'est le COCAN qui a des volontaires où le ministère peut se permettre peut-être de mettre de catégoriser. De catégoriser. Très bien, on va faire quand même 2 minutes pour terminer cette émission. On va parler de la fondation quand même que vous avez aussi, la fondation Androna Koné. C'est important de dire aujourd'hui comment elle se porte cette fondation. Et puis déjà, pourquoi vous avez monté une fondation? Parce que beaucoup de joueurs le font. C'était quoi l'idée derrière pour faire une fondation? Non, l'idée, vous savez que on est parti du bas de l'échelle et puis on s'est retrouvé là par la grâce de Dieu. Mais pour moi, il est très important que si tu arrives, je vais dire en guillemets, en haut, souvent il faut regarder un peu en arrière et c'est très important. Et moi, depuis tout petit, déjà j'ai un collège déjà pour... Ouais, dans le cadre de la fondation. Oui, dans le cadre de la fondation. Et donc, j'essaie quand même d'apporter. Et je suis allé difficilement à l'école. Ouais. Donc, pour moi, c'était toujours dans ma tête que quelque part, si j'ai réussi. C'est intéressant quand vous dites que vous avez donc un collège. On connaît combien de fois l'idée de partir en Europe obnubile beaucoup de jeunes footballeurs. Donc, vous êtes dans une école, les jeunes collégiens, etc. Est-ce que vous arrivez quand même à leur expliquer que sur 10, 15, 20 footballeurs, il n'y en a que 2 qui vont peut-être devenir trop ça? Comment ça se passe? Comment vous abordez la question avec eux? Moi, j'ai un club. J'ai monté mon académie il y a 1 an. Et je leur ai dit, ce sont les modules qui vont faire partie de leur formation. On ne voit pas beaucoup, mais il faut expliquer à ces gamins-là que c'est pourquoi j'insiste sur le fait que les gamins-là partent à l'école. Il ne faut pas arrêter très tôt les études. Vous pouvez aller à l'école et puis continuer les études. Bien sûr. Mais quand tu arrêtes, demain, il n'y a rien qui te dit que tu vas réussir. Il y a notre cas même qui est là. Dans notre génération, il y a une cinquantaine, une centaine, bon, avec les 2 promotions, il y a une centaine de joueurs. Mais quand tu regardes, il n'y a que 3 qui sont sortis. Et parmi les 3, il y a un qui est resté amateur, 2 sont les mêmes professionnels. Parmi les 2 là même, bon, c'est moi qui suis arrivé au haut niveau. Je vais dire, si tu regardes en termes de réussite, il y a combien sur 100? Donc, ce n'est pas très évident, il faut tenir ce discours de vérité. Non, ce n'est pas évident, donc il faut travailler sur un processus. Et il faut demander à ces enfants-là de continuer les études. Et même après ta carrière, qu'est-ce que tu fais? C'est clair. Et la carrière ne dure pas longtemps. On prend la retraite, moi je suis à la retraite.
un jeune retraité comme moi. Voilà. En fait, on est retraité à 40 ans. C'est ça, C'est cool. C'est ça? Donc, si tu n'as pas un bagage, là, après ta carrière, tu fais quoi? Tu fais quoi, ouais. En fait, il y a juste deux Pour petites terminer. questions rapidement pour terminer. Il y a des gens qui disent comme ça que les footballeurs, ils créent des fondations parce qu'ils ont amassé beaucoup d'argent. Donc, ils veulent éviter le fisc pour ne pas que ça arrive. Est-ce que c'est votre cas? Et puis, deuxième question rapide. Votre maillot, est-ce que c'est l'original? Je voulais poser la question. Oui, aussi. Est-ce que c'est l'original? C'est l'original. Je suis un éléphant quand même. Bien sûr, bien Non, sûr. c'était juste pour le moment de fun. Mais Ouais. c'est la question de la fondation. Non, non, c'est pas pour éviter le fixe, non, non, pas du tout. Moi, en tout cas, j'ai fait, c'est pour venir en aide aux enfants démunis. Parce que, Et la preuve, ouais, Bien sûr. vous avez beaucoup d'actions. je suis passé par là et pour moi, c'est très important. Quand tu réussis, il faut aussi essayer de penser aux Pour autres, partager avec pour les partager. D'accord. Merci beaucoup, Harouna Koné. On a été très heureux. Et quand vous parlez, on voit votre humanité, votre humanisme. c'est ça. Vous avez beaucoup Maturité, d'empathie aussi. et de maturité. Et bravo pour ce que vous faites. Et nous, on vous souhaite en tout cas le meilleur et que votre fondation, tous vos projets réussissent. Ah, merci. Bravo Parce aussi que pour vous ce qu'il a impactez. fait, hein, pour ce que vous faites, mais pour ce que vous avez fait aussi avec les Bien éléphants. sûr. Oui, Et puis, bien il a sûr. dit, il est ancien éléphant. Non, je pense qu'on est éléphant forever. C'est vrai. Pour Je toujours. pense que pour l'occasion, on peut l'applaudir au moins. On dit Bien de sûr. lui, Ouais, bravo pour ce qu'il a fait. on dit franchement, de bravo. lui Merci à que vous. Merci. c'était la Ouais. puissance, la rapidité, La finesse la aussi. finesse et surtout la lucidité, parce que sur certaines actions, il faut être vraiment lucide pour conclure, surtout C'est quand on clair. est rapide. Il faut un moment pouvoir se poser et faire le dernier geste qui permet d'avoir la victoire. Et aussi, Bravo en il tout cas. était très Merci. discipliné, il fait Ouais. partie des joueurs sur lesquels il n'y a jamais eu jamais de eu de- scandale voilà. en fait. Ouais. Voilà, donc vraiment, Bravo, ils en ne sont tout pas cas. très nombreux. Merci beaucoup. Bravo. Merci, merci Merci. Harouna. Après vous, Merci. celui qui va vous succéder ici, je ne sais pas, vous n'avez pas le cas, c'est quelqu'un qu'on recevra demain, qui lui a une étoile. Ce sera Didier Otokoré qu'on va Ah, c'est recevoir super. demain, qui sort un livre pour raconter cette histoire de Raconter. 92 et on va en parler ici même demain, toujours dans le cadre de cette émission. En tout cas, merci et à bientôt. Merci. Merci Harouna et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Élisée, Herman, Daouda, Sarah, merci Christelle. André. Merci, Christelle. Merci, on se retrouve donc demain. Merci de nous avoir suivis et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.